Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis Sophie d'Aesio Mutuelle. Bienvenue sur ce webinaire dédié ce soir à l'accompagnement de ses proches éloignés du numérique. Donc, ce webinaire vous est proposé par Aesio Mutuelle et sera animé par Martin Bonisso de l'association WeTaker. Bonsoir Martin. Bonsoir Sophie. Voilà, donc pourquoi cette thématique? On le sait désormais actuellement, dès qu'on veut une information ou qu'on veut avoir recours à un service, il est quasi inévitable de passer par une application ou par un site internet. Or, on s'aperçoit on note qu'un Français sur 3 manque de compétences en matière numérique et que les plus de 60 ans sont particulièrement touchés. Donc, il existe des solutions d'accompagnement au premier pas vers le numérique, mais c'est vrai que d'avoir l'assistance d'un proche, c'est plutôt rassurant et du coup, voilà, ça motive encore plus la personne éloignée du numérique. Donc, ce webinaire vous proposera une approche vraiment pragmatique dans l'accompagnement de vos proches éloignés du numérique. Vous pourrez poser vos questions également. Sur la droite de votre écran, vous avez un espace questions. Donc voilà, n'hésitez pas. Martin pourra y répondre à l'issue des parties qu'il va vous présenter ou à l'issue du diaporama, de la présentation du diaporama. Donc n'hésitez pas. Je vous déposerai aussi dans cet espace questions un lien vers la page de notre site Ensemble Aesio qui vous proposera de consulter les replays vers les webinaires que nous avons aussi organisés avec notre partenaire WeTaker sur le thème de la santé et du numérique. Donc, vous pourrez trouver comment consulter, comment prendre un rendez-vous en ligne, comment exploiter toutes les fonctionnalités de mon espace santé, comment bien naviguer dans le site extranet adhérent de notre site Aesio. Voilà, plein d'informations utiles. Donc, je vous invite fortement à les consulter par la suite. Ce webinaire sera enregistré. Donc, toutes les personnes qui se sont inscrites recevront le lien vers le replay sous 48 heures. Et donc, Martin vous proposera aussi, à l'issue de sa présentation, un court sondage pour recueillir votre satisfaction sur ce webinaire, ce que vous avez, les points positifs, ce que vous attendiez peut-être davantage. Voilà, donc n'hésitez pas, votre retour nous est précieux pour nous améliorer à chaque fois un peu plus. Donc, je vous souhaite un très bon webinaire et je laisse la parole à Martin. Merci beaucoup Sophie pour cette introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce soir pour ce webinaire. Et sans plus attendre, quelques petites consignes pour que tout se passe bien pendant cette heure et demie qu'on va passer ensemble. Alors déjà, je vais vous demander à tous de garder les micros coupés en dehors des temps d'échange. Sophie l'a dit, il y a une fonctionnalité de questions dans l'outil de webinaire qu'on vous propose ce soir. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser via cet espace-là. On essaiera d'y répondre soit au fur et à mesure du webinaire, soit je les noterai peut-être dans un coin pour y répondre plutôt en fin de présentation. Le support qui vous est présenté ce soir, ainsi que tous les liens qui sont mentionnés, vous seront partagés par mail. Donc, pas d'inquiétude, pas besoin de prendre de notes. Vous aurez tout sous la main à l'issue du webinaire si vous voulez consulter à nouveau les sites qui vous ont été présentés. Sophie s'est déjà présentée. Moi, je suis Martin Bonisso. Je suis donc chef de projet au sein de l'association WeTaker. L'association WeTaker œuvre dans le domaine de l'inclusion numérique. Donc, je vous en dirai un peu plus sur le sujet de l'inclusion numérique juste après. Mais notre activité se partage principalement entre une activité de conseil auprès de structures comme des mutuelles ou comme des collectivités locales. Donc du conseil sur des programmes pédagogiques à destination des personnes éloignées du numérique. Et on a aussi une activité qui est plutôt liée à une plateforme qui regroupe des ressources pédagogiques liées au numérique que je vous présenterai en fin de webinaire. Et on publie aussi assez régulièrement des études sur le sujet de l'inclusion numérique que vous pouvez consulter sur Internet. Ce soir, les objectifs de ce webinaire, c'est en premier lieu d'identifier ensemble les enjeux de l'inclusion numérique, essayer de vous expliquer un peu ce qui se cache sous ce terme. Ensuite, de passer plutôt à la pratique et de collectivement trouver des réponses, trouver les bons mots pour ce rôle d'aidant numérique qui n'est pas facile. Et enfin, je vous présenterai aussi des ressources qui sont vraiment clés en main, que vous pourrez utiliser dès la fin du webinaire ou dès demain si vous le voulez, pour accompagner vos proches sur le sujet du numérique.
Donc voilà le programme de ce soir, hein. De quoi parle-t-on? Fragilité et inclusion numérique. Et on va commencer par ce sujet. Et afin que la présentation soit un petit peu plus dynamique que simplement moi qui vous propose d'étudier ce sujet, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de vous connecter à la plateforme WooClap. Donc pour ça, il va falloir utiliser le lien que vous avez sous les yeux et que je vous mets tout de suite dans l'espace questions. Donc vous pouvez utiliser ce lien et l'ouvrir dans un nouvel onglet afin de pouvoir en fait répondre au fur et à mesure aux différentes questions que je vais vous poser, un peu en format quiz, sondage. Donc voilà, je vous laisse le temps de vous connecter. Soit vous êtes sur votre ordinateur et vous ouvrez un autre onglet que celui du webinaire, soit peut-être que vous avez votre smartphone sous la main et vous pouvez ouvrir le lien que je vous ai donné dans votre smartphone. Voilà, donc il faut taper app.wooclap.com/aid, aide comme aidant, Aesio. Et on va se retrouver donc sur la plateforme WooClap. Et je vois que vous êtes déjà 29 à être connectés, donc c'est super. Je vous laisse le temps de vous connecter. Ça va permettre de mettre un petit peu d'interactivité dans cette présentation. Donc pendant que vous vous connectez, et surtout ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à faire ce travail de connexion, vous pouvez quand même tout à fait suivre la présentation et ce n'est pas du tout bloquant. Je regarde un peu où on en est. Vous êtes 32 connectés sur 50 participants, donc je pense que ça fait déjà une bonne proportion. Je me suis trompé de bouton. Hop. Et sans plus attendre, je vous propose de répondre à une première question liée à l'inclusion numérique. La question, la voici. À votre avis, quel pourcentage de la population française ne se dit pas autonome dans son usage du numérique? Donc pour répondre à cette question, j'ai 3 propositions. Est-ce qu'à votre avis, c'est 15% de la population française qui n'est pas autonome? Est-ce que c'est 25% ou est-ce que c'est 35%? Si jamais vous avez bien écouté l'introduction, normalement, vous avez pu entendre la réponse à ce moment-là. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse le temps de répondre. Pour l'instant, vous êtes 3/4 à penser que c'est plutôt 35% de la population française qui n'est pas autonome sur le numérique. La tendance est assez marquée, mais il y a aussi 4 personnes qui pensent que c'est plutôt 1/4 de la population française qui n'est pas autonome. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. La bonne réponse, c'était 35%. Donc vous êtes une majorité à avoir entendu l'introduction où nous avons dit que c'était plus d'1/3 de la population qui n'est pas autonome sur l'usage du numérique. Si on regarde un petit peu les statistiques, le pourcentage, il monte même à 48% si la question qu'on se pose, c'est quelle part des Français éprouvent au moins un frein qui les empêche d'utiliser pleinement les outils numériques et Internet. Alors, un peu plus tard dans la présentation, on va voir quels peuvent être ces freins, justement, qui rendent l'accès au numérique plus difficile pour presque la moitié des Français. Une autre statistique qui est intéressante, c'est de se dire qu'un adulte sur 3 a déjà renoncé à une démarche administrative en ligne parce que c'était trop compliqué de la réaliser. Donc là, on voit que cet éloignement du numérique, il a des conséquences réelles dans la vie des personnes. C'est-à-dire que quand on renonce à une démarche administrative, ça peut peut-être dire qu'on renonce à un droit, qu'on fait mal sa déclaration d'impôt, etc. Donc ça a de vraies conséquences sur la vie des gens. On entend parfois le terme de fracture numérique. La fracture numérique, c'est pas on est d'un côté ou de l'autre de la fracture, c'est plutôt en fait un espèce de spectre de réalité qui va des personnes qui sont totalement exclues du numérique jusqu'aux personnes proches du numérique en passant par les personnes éloignées du numérique. On est peut-être tous pendant ce webinaire touchés d'une manière ou d'une autre par la fracture numérique à des degrés différents. On passe tout de suite à la deuxième question de ce quiz. À votre avis, qui sont les publics les plus touchés par la fracture numérique? Alors pour ça, j'ai quelques propositions. À votre avis, est-ce que ce sont les seniors, les jeunes, demandeurs d'emploi, les non-diplômés ou les artisans? Pour l'instant, j'ai l'impression que vous ne pensez pas vraiment que ce sont les jeunes, plutôt les seniors. Quand même, vous êtes une très grande majorité à avoir choisi cette première réponse, les seniors. Alors, vous pouvez choisir plusieurs réponses. Si vous pensez que plusieurs de ces catégories sont touchées par la fracture numérique, sélectionnez toutes celles qui vous semblent pertinentes.
Ok, donc on voit que vous êtes quasiment tous, enfin tous les répondants à penser que les seniors sont touchés par la fragilité numérique. Sans suspense, c'est vraiment une réalité. Et vous êtes aussi un peu moins de la moitié à penser que les demandeurs d'emploi et les non diplômés sont aussi touchés. Un peu moins considèrent que les artisans sont touchés par la fracture numérique. Et vous êtes vraiment une petite minorité à penser que les jeunes le sont aussi. Et je vais tout de suite afficher la bonne réponse. En fait, la bonne réponse, c'est que toutes ces propositions sont des bonnes réponses. Ce qu'on va voir, c'est que la fracture numérique revêt des aspects assez divers et qu'elle peut toucher effectivement toutes ces catégories de population. En fait, vous avez été une grande minorité à citer les jeunes, mais ce qu'on constate, c'est que les jeunes, même s'ils sont généralement à l'aise sur un smartphone pour utiliser des applications, typiquement les réseaux sociaux, en fait, les jeunes sont beaucoup moins à l'aise dès qu'il s'agit de réaliser des usages qui sont typiquement liés à l'insertion professionnelle, avec la réalisation de CV, par exemple, ou alors à comprendre un peu ce qui se trame sur le web par rapport au sujet, par exemple, de fake news. On sait que les jeunes sont particulièrement touchés par les fake news. Donc, oui, les jeunes sont aussi touchés par la fracture numérique. Bien sûr, pas de la même manière que les seniors. Le principal frein des seniors, c'est qu'ils ont souvent du mal à utiliser les outils numériques. Ils n'ont pas forcément les compétences, les codes. Donc là aussi, ils sont touchés, mais plutôt par manque de compétences. Pourquoi on vous a proposé les artisans? Eh bien, parce que une bonne partie de l'éducation au numérique se fait via l'activité professionnelle. Or, certains artisans ont des professions qui sont assez dénuées d'usage numérique, donc ils n'ont pas cette occasion de se former aux outils de la bureautique, des emails, etc. par leur travail. Donc, eux aussi peuvent être en peine sur le sujet du numérique. Ce qu'on constate de manière plus large, c'est que finalement, la fracture numérique, c'est pas un sujet qui est isolé, c'est un sujet qui est intimement lié au sujet de la fracture sociale et donc aux caractéristiques socio-démographiques des publics qu'on considère. Pour vous donner quelques chiffres pour appuyer ce propos, on constate que, par exemple, parmi les plus de 70 ans, on a 29% de cette catégorie de population qui n'est pas internaute, alors que si on regarde à l'échelle de toute la population française, ce chiffre passe à 8%. Donc là, ça montre bien qu'il y a moins d'internautes chez les plus de 70 ans, mais ça, vous vous en doutiez. Mais si on regarde, par exemple, le critère du revenu, on voit que 50% des personnes à bas revenus n'ont pas d'ordinateur, alors que c'est le cas de 39% des personnes au niveau national. Donc là, on voit bien que ces facteurs socio-démographiques influent sur l'inclusion numérique. Troisième question de cette présentation. À votre avis, quels sont les freins qui peuvent expliquer qu'une personne n'utilise pas ou peu le numérique? Donc là, on est vraiment sur une question ouverte. À votre avis, quelles peuvent être les natures de ces freins? Qu'est-ce qui fait que une personne ne se saisit pas des opportunités du numérique? L'illettrisme, c'est une excellente réponse. Effectivement, quand on n'est pas capable de lire ou d'écrire, eh bien, on n'est souvent pas capable de se saisir des interfaces en ligne qui comportent beaucoup de texte. Alors en vrac, je reçois beaucoup de réponses par Internet. Voilà, le manque de connexion, typiquement, c'est un frein matériel qui bloque l'accès aux opportunités du numérique. La peur, ne pas se sentir capable. Donc là, on est plutôt sur des freins psychologiques, mais qui sont aussi parfois très marqués. La difficulté à utiliser l'outil informatique, c'est ce que je disais juste avant pour les personnes âgées. Donc là, on est sur un frein de compétence. Pas le matériel, voilà, donc un nouveau frein matériel. On peut ne pas avoir de connexion parce qu'on est dans une zone mal connectée ou ne pas avoir de connexion parce qu'on ne possède pas d'ordinateur, bien sûr. Être allophone, tout à fait. Être allophone, ça veut dire ne pas parler français, donc on sait lire mais pas la langue française, donc on est bloqué sur les sites qui sont en une seule langue. Peur de faire une bêtise, voilà, donc tout ce que vous dites, c'est tout à fait pertinent. Là-dessus, sur le sujet des freins, on pourrait en citer d'autres, mais globalement, il y a une liste qu'on peut partager. Donc, les premiers, vous les avez bien identifiés, c'est les freins matériels. Donc, on ne possède pas d'équipement ou d'équipement adapté. Quand on pense aux personnes, par exemple, en situation de handicap, elles ont besoin d'un équipement adapté pour pouvoir percevoir typiquement les sites web qui sont accessibles ou pas. Comme frein matériel, il y a aussi l'absence de connexion. On est dans une zone qui est mal couverte, donc on a un accès à bas débit et on ne peut pas, par exemple, streamer de la vidéo sur Internet.
Ensuite, au niveau des compétences, on peut manquer de compétences numériques. Comment marche un smartphone, comment on installe une application, ça, tout le monde ne sait pas le faire. On peut aussi manquer de compétences liées à la langue française. Ça, vous avez été plusieurs à le dire. On ne parle pas français, on est illettré. Ça c'est très bloquant pour utiliser le numérique. On peut aussi manquer de connaissances, non pas sur comment utiliser les outils, mais sur ce qu'il est possible de faire sur Internet. Comment je déclare mes impôts, je ne suis pas au courant que ça se fait sur Internet. Alors dans ce cas-là, je ne profite pas de cette possibilité-là. Et il y a aussi des freins plus psychologiques, et vous les avez cités, c'est la peur, donc la peur qu'on peut englober sous le besoin de réassurance. On n'ose pas faire tout seul, on a peur de faire une erreur, on manque de confiance. Et aussi, il y a le manque d'intérêt ou de motivation. Il y a des personnes qui estiment qu'elles ont vécu sans le numérique, donc finalement, pourquoi elles auraient besoin du numérique dans leur vie. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on constate. Alors, quatrième question, que diriez-vous à une personne que vous aidez pour la motiver à découvrir et ou à progresser sur le sujet du numérique? Donc là, pareil, c'est une question ouverte. Évidemment, n'hésitez pas à proposer des facteurs de motivation qui puissent aider quelqu'un à progresser sur le numérique. Et Béatrice nous dit dans le chat, les webmestres font parfois des sites qui ne sont pas du tout simples, et cela rejoint l'incroyable distance entre les pros et les néophytes. Donc c'est très juste, le sujet du numérique, c'est à la fois former les personnes à comprendre comment fonctionne le numérique, mais c'est aussi former les professionnels à créer des sites qui soient accessibles et compréhensibles par tous. Alors, sur les facteurs de motivation, il y a déjà beaucoup de réponses, merci beaucoup. Vous citez l'ouverture sur le monde, donc là, c'est vraiment montrer les opportunités qu'apporte le numérique, mais aussi l'autonomie. Alors, l'autonomie, c'est souvent un argument qui fait mouche avec les seniors. Avec le numérique, vous serez plus autonome. Se faire accompagner pour mieux comprendre, tout à fait. Donc, quand on se fait accompagner, on n'est pas seul face au numérique, donc ça commence à lever des freins. Ça peut faciliter les démarches administratives. On sait que les démarches administratives, même sans le numérique, c'est compliqué, ça prend du temps. Donc, si on arrive à gagner du temps avec le numérique, c'est déjà ça de fait. On n'a pas vraiment le choix. Ouais, ça c'est très juste. Vos arguments sont vraiment très pertinents. De temps en temps, c'est pas tellement montrer ce à quoi on peut prétendre avec le numérique, mais plutôt dire que y a des démarches qui sont exclusivement en ligne maintenant, et donc on n'a pas vraiment le choix parce que les guichets ferment. Ça facilite la vie, on peut rester informé, les démarches sont plus rapides. Donc, merci à tous pour toutes ces réponses, c'est effectivement très pertinent. En fait, ce qu'on constate par rapport aux facteurs de motivation, c'est que aujourd'hui, la dématérialisation touche finalement tous les domaines du quotidien. Donc là, on cite déjà 8 domaines, que ce soit l'insertion professionnelle, les finances, la banque en ligne par exemple, la mobilité, le logement, quand on veut soit trouver un logement, soit faire rénover son logement, c'est des démarches qui sont en ligne. Tout ce qui a trait à la parentalité, la santé évidemment, le maintien du lien social ou les loisirs. Donc à partir du moment où tous ces services sont dématérialisés, partiellement ou totalement, en fait en face de chacun de ces services, on va pouvoir essayer de mettre en évidence des bénéfices liés à l'utilisation du numérique. Donc si on parle d'insertion socio-professionnelle, on voit que en maîtrisant le numérique, en maîtrisant les outils du numérique, le temps de chômage peut être réduit en moyenne de 25% parce qu'on augmente son employabilité. Donc ça, c'est un vrai argument fort pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Le numérique augmente l'employabilité. Au niveau des démarches publiques, des démarches administratives, pardon, vous avez été plusieurs à le citer, le numérique peut faire gagner du temps. On estime qu'en moyenne, c'est 30 minutes économisées par démarche en utilisant les services en ligne, pour peu qu'on sache les maîtriser. L'autonomie, c'est quelque chose aussi dont on a parlé. Le numérique ouvre des possibilités de contact, de mise en relation, et donc on réduit aussi le sentiment de solitude. En termes de pouvoir d'achat, ça c'est une stat qui est intéressante. En se saisissant de tous les services en ligne, on constate qu'on peut estimer par an et par individu un gain de pouvoir d'achat à 170 €. Alors, je fais le lien avec la question qui vient de s'afficher à ma droite. Qu'est-ce qu'une plateforme collaborative? Une plateforme collaborative, c'est typiquement des sites comme Le Bon Coin, comme Vinted, où des personnes proposent des services qui sont
mis à la disposition de tous et qui crée du lien directement pour des ventes entre particuliers. Alors là, j'ai cité 2 plateformes où on vend des objets qui sont payants, mais je pourrais citer la plateforme Give, par exemple. Sur Give, on donne des objets. Donc, si jamais vous connaissez cette plateforme et que vous y inscrivez, vous pouvez obtenir voilà, tout un tas de dons totalement gratuits. Et ça, in fine, additionné en fin d'année, ça a créé du pouvoir d'achat. Et enfin, pour reboucler sur les opportunités professionnelles, donc là, on a un chiffre qui date de 2022, mais qui est quand même assez éloquent. C'est le chiffre de 190 000 emplois à pourvoir dans le numérique. Et en 5e question, pour un peu terminer sur cette partie quiz, j'aurais souhaité vous demander dans quel cadre est-ce que vous êtes amené, vous, en tant que participant à ce webinaire, à accompagner sur le numérique. Est-ce que ça vous arrive d'accompagner quelqu'un sur le numérique dans un cadre familial? Est-ce que c'est le cas parfois au travail? Est-ce que c'est dans un cadre associatif? Ou est-ce que c'est dans un autre cadre où peut-être que vous n'accompagnez pas sur le numérique, mais que vous êtes venu à ce webinaire plutôt pour vous éduquer sur le sujet de manière plus large? Donc, je vous laisse le temps de répondre et pendant ce temps, je vais prendre quelques questions. Donc Sophie Gauthier, qui a l'air de connaître effectivement la plateforme Give, nous précise que c'est limité à 5 dons par mois. Donc voilà, effectivement, ce n'est pas totalement illimité, mais c'est déjà pas mal, 5 dons par mois, si on peut récupérer 5 objets gratuitement, c'est un bon début. Je vous laisse le temps de répondre à ce petit sondage. Je constate que pour l'instant, les 2 lieux privilégiés d'accompagnement au numérique, parmi vous en tous les cas, sont le cadre familial pour 38% d'entre vous. Donc c'est peut-être avec vos aînés ou peut-être avec vos enfants, je ne sais pas. Et 34% d'entre vous répondent qu'ils accompagnent sur le numérique au travail. Donc ça fait vraiment écho à ce que je disais précédemment sur les personnes qui ne sont pas dans une profession digitalisée. Vous n'avez pas forcément l'occasion de voir d'autres personnes qui peuvent vous aider sur le numérique. Jean-Marc nous dit il y aurait plusieurs choix possibles à cette question. Oui, effectivement, alors peut-être que la question, il faut l'interpréter comme dans quel cadre êtes-vous le plus souvent amené à accompagner sur le numérique? Très bien, merci beaucoup pour vos réponses à ce sondage. Donc, ce que je souhaitais vous dire par rapport à ce sondage-là, c'est que en fait, quand vous êtes aidant numérique, notamment au travail ou dans votre cadre familial, on peut penser que c'est une fonction qui est un petit peu informelle et que c'est quelque chose que vous faites voilà, de manière pas du tout professionnelle. Quand on vous pose une question, vous aidez, etc. Mais en fait, il faut savoir que sur le sujet de l'aide au numérique, vous n'êtes pas seul. En fait, vous êtes un petit peu en bout de chaîne de ce que vous pouvez voir sur la slide qui s'affiche, à savoir le fait que la responsabilité de l'inclusion numérique, elle est partagée un peu à toutes les strates de l'organisation de notre pays. C'est-à-dire que les opérateurs de services qui sont, par exemple, je prends un exemple, Pôle emploi, qui a un site pour les chercheurs d'emploi, les opérateurs de services ont comme responsabilité de peut-être dématérialiser leurs services, mais de ne pas exclure et donc de proposer un service qui soit accessible au plus grand nombre. À côté de ça, vous avez l'État français qui est chargé d'impulser la stratégie nationale d'inclusion numérique. Donc ça veut dire faire en sorte que, à l'échelle du pays, on puisse faire en sorte que personne ne soit laissé de côté sur le sujet du numérique. Ensuite, vous avez les collectivités territoriales, typiquement les départements, qui ont pour objectif de coordonner, de structurer l'offre d'accompagnement au numérique à leur échelle. Ensuite, vous avez les structures de médiation sociale ou d'insertion sociale qui ont aussi, via le sujet de l'accès aux droits, en responsabilité de renvoyer les personnes qui en ont besoin vers les bons accompagnements au numérique. Et en bout de chaîne, vous avez les structures de médiation numérique, donc qui sont spécialisées dans l'accompagnement au numérique. Ça peut être typiquement des associations. Et ces associations visent à autonomiser leur public sur le socle des compétences numériques de base, donc par exemple la navigation sur Internet, l'utilisation d'une boîte mail. Et ça permet derrière que leur public soit plus autonome et puisse profiter des opportunités du numérique. Et on pourrait rajouter sur cette slide le dernier maillon de la chaîne, et donc c'est-à-dire l'aidant numérique, qui peut-être de manière informelle dans son cadre familial ou au travail, fait aussi de l'accompagnement et contribue à cette montée en compétences collectives. J'anticipe un petit peu sur la prochaine partie avec cette slide, mais sachez que l'accompagnement au numérique, on l'a dit tout à l'heure, ça touche une proportion non négligeable des Français.
mais parmi ces personnes qui ont besoin d'un accompagnement, il y a évidemment différents degrés d'accompagnement dont on a besoin. On peut avoir besoin d'une assistance. Donc l'assistance, c'est vraiment pour les personnes qui sont les plus exclues du numérique. Ces personnes-là sont incapables de se servir parce que soit elles ne parlent pas français, soit elles n'ont aucun équipement, donc elles sont incapables de se servir du numérique. Donc là, il faut vraiment les prendre par la main et les aider typiquement dans les démarches administratives. Ensuite, on a le sujet de la formation. La formation, ça s'adresse plutôt aux personnes qui sont en précarité forte et qui ne sont pas totalement exclues du numérique. Ça permet de les autonomiser et de les faire monter en compétences. Et après, pour les personnes qui ont un léger degré d'éloignement au numérique, qui ont peut-être juste un manque de confiance ou un manque de motivation, là, on va être plutôt dans le coup de pouce. Donc, ça va être une formation plus ponctuelle, essayer de voir quels sont les petits points bloquants qui font que cette personne pourrait être autonome, mais ne l'est pas encore. Alors, merci pour toutes vos réponses sur la première partie de ce webinaire. On va passer à la seconde partie. La seconde partie, elle est dédiée au sujet de la posture de l'aidant. Donc, le but de cette deuxième partie, c'est de vous donner les clés pour vous, en tant qu'aidant, essayer d'avoir des bons réflexes, des bonnes ressources et être plus efficace ou plus à l'aise dans votre pratique de l'accompagnement au numérique. Quand on parle d'accompagnement au numérique, il y a un mot qui revient souvent, qui est totalement indispensable, c'est le diagnostic. En fait, le diagnostic, ça sert à savoir en début d'accompagnement à qui on a affaire et quels sont les besoins de la personne qu'on a en face de nous, et ça va déterminer la suite des étapes d'accompagnement. Si on constate que les freins de la personne qu'on a en face de nous sont vraiment liés à l'accès. Donc l'accès, c'est l'accès au matériel, typiquement l'accès à une connexion, l'accès à un site parce qu'on n'a pas cet identifiant, etc. La première action d'accompagnement qu'il va falloir réaliser, c'est une action d'orientation vers du matériel. Donc ça peut prendre différentes formes. Ça peut être le fait d'orienter vers une association qui propose du prêt de matériel, du don ou de la vente à des tarifs solidaires. Et l'autre action d'accompagnement qu'on peut faire, c'est assister. Si la personne n'a pas accès à du matériel, mais qu'elle est dans l'urgence, qu'elle a besoin de réaliser une démarche, c'est la faire avec elle et même pour elle. Si au moment du diagnostic, on constate que le frein principal est plutôt la motivation, alors ce qu'il faut faire, et ça découle de ce que je viens de dire, c'est motiver cette personne. Donc il y a des clés là-dessus, il y a des éléments de langage qui aident à motiver. Et aussi, ça va être de l'assister, peut-être de faire avec la personne pour se dire finalement, c'est pas si compliqué, il y a quelqu'un qui le fait avec moi, et donc maintenant, je suis un peu plus motivé. Si ce qui résulte du diagnostic, c'est que la personne en face de vous a un manque de compétences, alors là, il y a un peu trois possibilités. La première, encore une fois, un peu si la personne est en cas d'urgence, ça va être d'assister cette personne pour la débloquer. La deuxième possibilité, ça va être de former cette personne, soit la former soi-même, soit l'orienter vers une formation existante si on constate qu'on ne sait pas dans nos cordes de former cette personne tout simplement. Peut-être qu'elle a besoin de progresser sur un sujet que nous-mêmes, on ne maîtrise pas assez pour le transmettre. Et il y a un point qui est important dans tout ça, c'est que pour arriver à faire cette réorientation vers la bonne formation ou réorienter vers une association qui propose du don ou du prêt de matériel, eh bien, il faut connaître le réseau d'aide existant. Et ça, c'est pas toujours facile parce qu'on ne connaît pas toujours les structures qui proposent de l'accompagnement numérique. Mais je vais vous montrer durant ce webinaire comment vous pouvez trouver facilement dans une région donnée la cartographie des structures d'accompagnement numérique. Pour continuer sur le sujet de la posture de l'aidant, et là vraiment on est dans le cœur du sujet, on distingue souvent trois postures à adopter qui diffèrent selon les publics à qui on parle et selon leur situation. On a tout d'abord le faire pour. Donc le faire pour, ça s'adresse aux personnes qui sont totalement exclues du numérique, qui sont vraiment incapables d'utiliser un ordinateur. Vous leur mettez un ordinateur devant elles ne savent pas ce que c'est qu'une souris, pas ce que c'est qu'un clavier, elles ne savent pas où regarder, etc. Donc là, vraiment, pour ces personnes-là, c'est essentiel si elles ont des points de blocage, de faire pour elles. Donc ça ne veut pas dire le faire sans elles. Souvent, ce qu'on recommande, c'est d'être à côté de la personne, c'est de solliciter sa validation verbale à chaque étape. Donc, par exemple, là, je suis en train de remplir un formulaire pour vous. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je valide? Est-ce que ça vous va? J'ai dit que votre adresse était telle adresse. Est-ce que vous confirmez? Mais c'est vraiment l'accompagnant, l'aidant numérique qui va avoir l'ordinateur entre les mains. Le deuxième type de posture, c'est le faire avec. Donc le faire avec,
ça s'adresse à des personnes qui sont un peu moins éloignées du numérique, qui sont capables de se servir d'un clavier et d'une souris. Donc là, on est à côté de la personne qu'on accompagne, on la rassure, on lui montre que c'est pas grave de faire des erreurs, que si elle a besoin d'une relecture, d'une confirmation, elle peut s'adresser à nous et qu'on est disponible pour elle. Le troisième type de posture, c'est le laisser faire. Donc là, on n'est pas très loin de l'autonomie. On est toujours, vous voyez le petit dessin, on est toujours dans la même pièce. Donc il y a toujours cette assurance de si on a un besoin, si on a un blocage, on peut demander de l'aide. Pour autant, on n'est plus à la main. C'est vraiment la personne qui fait sa démarche en autonomie autant que possible. Et on est là en soutien si besoin. On peut aussi montrer une démonstration sur son propre ordinateur et dire voilà, maintenant c'est à vous de réaliser la démarche. Donc voilà un petit peu pour la théorie, même si finalement c'est des concepts qui sont assez pratiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que bien sûr la posture, elle dépend du niveau d'autonomie et du niveau d'éloignement du numérique de la personne qu'on a en face de nous, et que c'est vraiment important de ne pas faire à la place si la personne est capable de faire certaines actions. Et c'est le plus vite possible essayer de donner la main sur l'outil numérique, que ce soit un smartphone, un ordinateur. Et sans plus attendre, je vous propose de faire un peu de mise en pratique, d'arrêter avec la théorie et de retourner donc sur l'interface WooClap. Enfin, si vous ne l'avez pas fermée, ça va aller très vite. Et ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de travailler sur des éléments de langage face à des phrases qu'on peut entendre dans une situation, dans un cadre d'accompagnement au numérique, et c'est de proposer des réponses à ces différentes phrases. Donc, je vous invite à retourner soit sur votre smartphone, soit sur l'onglet WooClap que vous aviez ouvert, avec toujours l'URL qui s'affiche sous vos yeux. Si vous voulez la retrouver directement, elle est au début de l'interface des questions dans le webinaire, mais je vais vous la coller à nouveau dedans. Hop. Voilà, donc rendez-vous sur cette URL, sur ce lien-là, pour participer à la suite des événements. Et donc la première mise en situation que je vous propose, elle est liée à ce petit personnage qui s'affiche. Donc là, on est clairement face à un senior que vous essayez d'accompagner sur le numérique et qui vous dit « Ouh, vous savez, moi, je suis trop vieux ». Donc ma question, elle est simple, hein, c'est qu'est-ce qu'on va répondre à une personne qui vous dit « Je suis trop vieux ». Quels peuvent être les arguments, quelles peuvent être les réponses à ce genre de blocage, de frein. On apprend à tout âge. Pas du tout. Alors, pas du tout, oui, effectivement, on peut dire, mais non, c'est pas vrai, tout est relatif. Les gens visitent de plus en plus vieux dans tous les cas. Il n'y a pas d'âge pour s'y mettre. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on apprend quand on est senior, donc pourquoi est-ce qu'on ne pourra pas apprendre le numérique ? Je peux vous expliquer, voilà, tout à fait. Donc là, on voit bien que quelqu'un qui dit « je suis trop vieux », ça dénote un manque de confiance. Donc, on est à nouveau dans une posture de réassurance. Il n'y a pas d'âge, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui revient souvent parmi vos réponses. C'est plus simple que d'écrire. Ça, j'avais jamais vu cette proposition. Effectivement, probablement qu'au niveau du geste, ça s'apprend plus facilement à taper sur un clavier que d'écrire. Et en plus, sur le numérique, ça corrige même les fautes. Je suis certain qu'il y a plein de personnes plus âgées que toi qui le font. Ouais, alors tout à fait, on peut le comparer. C'est vrai qu'il y a des personnes, des seniors qui se mettent au numérique et qui s'en sortent très bien. Donc, il n'y a pas de raison de se bloquer là-dessus. Merci pour toutes vos participations. C'est évidemment pas une correction que je vous propose, mais voilà, quelques propositions de phrases. Il n'y a pas d'âge pour se former, ça vous avez été plusieurs à le dire. Le numérique est incontournable et c'est important pour l'autonomie. Ça, je pense que c'est un argument à nouveau qui est vraiment efficace pour les personnes âgées. Aujourd'hui, pour atteindre l'autonomie, alors bien sûr, on sait qu'à partir d'un certain âge, c'est compliqué d'être autonome, mais pour repousser un petit peu ce manque d'autonomie, le numérique peut être un outil très puissant. On peut aussi, bien sûr, mettre en avant les opportunités qu'offre le numérique, que ce soit pour garder du lien social, typiquement avec sa famille, ou mettre en avant plutôt les loisirs de la personne. Si c'est une personne qui aime cuisiner, on voit que sur Internet, on trouve facilement beaucoup de recettes de cuisine. Donc ça peut être une approche aussi un peu plaisante plutôt que de parler de contraintes. On peut parler des opportunités qu'ouvre le numérique.
Alors tout de suite, la deuxième proposition, quelqu'un qui vous dit « j'ai peur de me tromper », qu'est-ce que vous auriez envie de lui répondre? Alors, on peut toujours revenir en arrière. Alors ça, c'est important, hein, c'est un peu équivalent à on peut toujours corriger. Souvent, il y a des personnes qui pensent que quand on se trompe sur Internet, sur un ordinateur, c'est plus grave que si on se trompe à l'oral ou à l'écrit, je sais pas. Ça, c'est un peu une croyance qu'il faut pas hésiter à remettre en cause. On peut se tromper sur Internet, c'est pas du tout grave et c'est pas du tout définitif. Les erreurs font partie de l'apprentissage, bah voilà, tout à fait. C'est en se trompant, en constatant que ça marche pas, qu'on va finir par y arriver. Il y a beaucoup de personnes, des personnes qui ont grandi avec le numérique, qui sont en fait autodidactes, donc elles ont appris en se trompant, donc ça c'est possible pour tout le monde. Si ça arrive, ça n'a pas de conséquences. Alors, ça peut avoir des conséquences, mais en tous les cas, si on est dans une posture d'accompagner la personne, on peut effectivement la rassurer en lui disant de toute façon, essaye comme tu l'aurais fait toute seule, et moi, à la fin, je peux valider, je peux relire, etc. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, ça n'aura pas de conséquences. En forgeant qu'on devient forgeron. Oui, effectivement, c'est ça, c'est apprendre en avançant. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc là, à nouveau, quelques suggestions de réponse à cette phrase. Bah, c'est que on peut se tromper aussi bien sur papier que sur le numérique. C'est pas du tout exclusif au numérique. La formation, ça sert justement à s'entraîner et ne plus avoir peur de se tromper. Donc, si on propose d'accompagner, c'est pour dépasser cette peur de l'échec. On peut aussi dire proposer son aide et se dire moi je suis aidant, donc je suis là pour t'aider. Ça doit te rassurer et ensemble on a quand même moins de chances de se tromper parce que à deux on est plus intelligent. Troisième proposition, le numérique c'est dangereux. Peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu autour de vous. Qu'est-ce que vous auriez aimé, enfin qu'est-ce que vous aimeriez répondre à la phrase le numérique c'est dangereux? Et le Covid, alors oui, effectivement, mais le Covid, souvent, quand on l'attrape, on n'a pas trop le choix. Pas plus que la vie réelle. Vous êtes deux à la suite là, à avoir fait la comparaison avec la conduite. Hein, c'est un très bon exemple. Effectivement, quand on ne sait pas conduire, on prend quand même le volant d'une voiture au bout d'un moment pour faire des leçons. On va sur la route. La route, on sait que c'est dangereux, mais c'est bien pour ça qu'on apprend à conduire. Il faut avoir les bases, c'est tout à fait ça. Hein. C'est que si le numérique c'est dangereux, justement, apprenons ensemble pour dépasser ce danger et se prémunir des risques. Avec de bonnes pratiques, pas de souci. Ça, c'est un très bon argument aussi. On voit que les attaques sur Internet, les piratages, etc., il y a une grande proportion de ces piratages-là qui sont dus à des erreurs humaines. Donc finalement, si on connaît les bonnes pratiques, il y a beaucoup moins de chances d'être touché par ce genre de piratage. Alors que si on va sur le net sans connaître les bonnes pratiques, là, c'est beaucoup plus risqué. Connaître un danger te permet de l'éviter, c'est bien résumé. Alors, merci beaucoup pour vos contributions à nouveau. Là-dessus, par rapport aux personnes qui disent j'ai peur, c'est dangereux, une première chose, ça peut être de quand même reconnaître l'existence de risques. Ça sert à rien de nier le fait que oui, en faisant un achat sur Internet, si on fait un achat et qu'on a une vérification avec l'appli de sa banque, etc., le risque est extrêmement faible. Mais si on diffuse par contre son numéro de carte bleue ou qu'on clique sur un lien, sur un mail dont vous ne connaissez pas l'expéditeur, il peut y avoir des conséquences. Mais c'est bien pour ça qu'il faut se former. C'est pour avoir les bonnes pratiques, les bons réflexes, les repères pour pas tomber dans ces pièges-là. Et vous avez été plusieurs à le citer. On peut aussi comparer avec le permis de conduire. C'est bien pour être apte à aller sur la route qu'on se forme à la conduite. Donc c'est pareil avec le numérique. Phrase suivante, ça ne m'intéresse pas. Mes enfants le font pour moi.
Là, on est face à une personne qui souhaite pas se former sur le numérique en disant, bah, de toute façon, si j'ai besoin de quelque chose, je demande à mes enfants, donc je vois pas pourquoi je me formerais moi-même. Est-ce que vous aimeriez lui répondre? Ils ne seront pas toujours là. Ouais, tout à fait. Les enfants, ils ont peut-être autre chose à faire, ils sont pas dispo 100% du temps. Il y a la fierté d'être autonome, c'est très juste, ouais. Et sur soi-même, bah, c'est sûr que quand on est autonome, on est capable de se sortir de toutes les situations, alors que quand on attend quelqu'un, on peut se retrouver bloqué très longtemps. Ils vont finir par en avoir marre. Ouais. Est-ce qu'on a envie d'être dans une relation où les temps en famille sont consacrés au dépannage sur le numérique? Pas sûr que ce soit les moments les plus plaisants. Ils seront très fiers si vous le faites seul. Ils peuvent aussi faire des erreurs. C'est vrai, est-ce qu'on a envie de confier totalement la responsabilité typiquement des démarches en ligne qui ont des conséquences à un tiers? Pas sûr. Très bien. Alors là-dessus, je vous propose une série de réactions, mais toutes les vôtres sont tout à fait pertinentes. Bah, que faire quand ils sont absents? Si on compte sur quelqu'un et qu'on a un besoin urgent et qu'ils ne sont pas là pour le faire, on est bloqué. Est-ce que c'est la relation qu'on souhaite lorsqu'ils sont présents? Donc ça, c'est ce que je disais juste avant. On préfère passer du temps autour des loisirs, autour de discuter, passer du bon temps plutôt que de vider ses spams et de rebrancher le câble Ethernet. C'est aussi une lourde responsabilité pour la famille. C'est un sujet un peu précis, mais quand on est aidant numérique, il y a aussi des sujets de confidentialité. Et quand on entreprend des démarches pour quelqu'un d'autre, en fait, on prend une part de responsabilité dans ces démarches-là. Donc c'est un poids qu'on n'a pas envie de faire porter par quelqu'un d'autre. Et donc ça rejoint les sujets de confidentialité. Certes, les enfants sont très forts pour débloquer la boîte mail, mais est-ce qu'on a envie qu'ils lisent tout notre courrier? Bah ça, c'est pas sûr non plus. Phrase suivante, et ce sera la dernière pour cette partie du webinaire. Je préfère le contact humain. Qu'est-ce que vous aimeriez répondre à une personne qui vous dit « je préfère le contact humain », sous-entendu, le numérique, c'est déshumanisé, moi ce que je veux, c'est parler à des vraies personnes. Il est possible via Internet, ouais, bien sûr. Parfois, on n'a pas le choix, donc ça s'applique tout à fait aux démarches en ligne. On aimerait bien pouvoir parler à quelqu'un au guichet de la CAF ou de la préfecture, mais c'est pas possible. Il y en a de moins en moins, il y a de moins en moins de disponibilité. On nous pousse vers des démarches en ligne. Cela devient incontournable, donc là vraiment, on s'adresse directement au sujet, on n'a pas le choix. Il n'y a plus de service public, donc là la formulation est peut-être un peu forte, mais en tous les cas on comprend l'idée, c'est que tout ça s'est dématérialisé de plus en plus, donc on nous pousse à faire ces démarches en ligne. Vous aurez plus de temps pour autre chose. Alors ça c'est aussi un bon argument, c'est de dire certes vous préférez le contact humain, mais si vous faites un certain nombre de formalités en ligne, ça dégage du temps pour justement avoir ce contact humain, mais sur des sujets qui ne sont pas liés au numérique. Pas de problème d'heure d'ouverture, ça c'est très bien aussi. Moi, hier soir, j'ai envoyé une demande de remboursement à ma mutuelle. J'ai pas attendu qu'un guichet ouvre ou que quelqu'un puisse me répondre au téléphone. J'ai pu le faire à l'heure qui m'arrangeait. Très bien, bah, merci beaucoup pour ces participations. Hop. Vous avez dit l'essentiel de ces arguments, mais en utilisant le numérique, on gagne du temps pour effectuer d'autres activités sociales. Et donc là, vraiment capitaliser et avoir du contact humain. Le contact humain, il est parfois complémentaire du numérique. Il y a certains sujets qu'on veut traiter rapidement en ligne et si on veut avoir quelqu'un à qui parler, à qui exposer un problème plus complexe, là, on va basculer sur un contact humain. Et vous avez été aussi plusieurs à le citer, le numérique ouvre des opportunités de contact humain. Je parlais tout à l'heure de la personne qui va chercher des recettes de cuisine sur Internet. Bah, peut-être que grâce au numérique, on va tomber sur un forum où quelqu'un a envie de commenter notre recette, proposer des améliorations et rebondir avec une photo d'une autre recette qui va nous intéresser. Et donc ça, c'est des mises en contact qui sont rendues possibles avec le numérique.
Donc là, je vais passer très rapidement, hein, mais quand vous recevrez le support, vous aurez la petite compilation des réactions qu'on vous propose, avec même des petites des phrases complémentaires, à savoir je n'ai pas besoin d'utiliser Internet et c'est votre travail de faire mes démarches. Ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre parfois en tant qu'aidant, notamment dans le milieu associatif ou quand on travaille pour un organisme qui propose un service en ligne. Donc, je vous laisserai regarder à tête reposée ces propositions. Maintenant, on va passer à la suite du programme, à savoir la présentation de la plateforme Les Bons Clics. Donc, la plateforme Les Bons Clics, je vous en parlais en tout début de webinaire. C'est une plateforme qui a été développée par l'association We Take Care pour permettre justement aux aidants numériques, qui soient informels, c'est-à-dire dans un cadre familial ou au travail, ou qui soient organisés dans des entreprises, dans des associations. Donc, ça leur permet d'avoir accès à tout un ensemble de fonctionnalités et de ressources pour accompagner efficacement leur public. Donc, si on résume le rôle de l'aidant de manière un petit peu schématique, donc là c'est un peu théorique, mais vous inquiétez pas, on va passer à la pratique juste après. L'aidant numérique, si on prend le parcours vraiment en entier, quelqu'un qui consacrerait beaucoup de temps, il a d'abord pour rôle de diagnostiquer le niveau numérique, le niveau d'éloignement du numérique de la personne qu'il a en face de lui ou d'elle. Donc ça, c'est l'étape de diagnostic. S'il constate au terme de ce diagnostic qu'il n'est pas en mesure d'accompagner cette personne parce que la personne part de trop loin, n'a pas de matériel, ou demande des compétences que l'aidant n'a pas, alors il va plutôt réorienter cette personne. Au contraire, s'il est capable de l'accompagner, il va lui proposer soit une assistance, donc un déblocage sur une démarche précise, une formation, quelque chose de plus long qui pousse à acquérir un certain niveau d'autonomie, ou alors simplement de la sensibilisation. Donc la sensibilisation, ça peut être très bien, tu maîtrises ton ordinateur, tu sais utiliser une boîte mail, mais sais-tu qu'il y a quelque chose qui s'appelle le phishing. Le phishing, c'est des mails qui ont l'air d'être des mails de la banque qui arrivent dans la boîte mail, mais si on clique sur le lien, on peut se faire piquer ses données personnelles. Donc, il faut faire attention. Voilà les bonnes pratiques. Donc là, on est plutôt dans la sensibilisation que la formation. En bout de chaîne, dans l'idéal, bien sûr, l'aidant, il peut aussi proposer une forme de suivi. Donc, par exemple, si on voit que la personne en face de nous a besoin d'une formation en profondeur, qu'elle a besoin de partir sur les bases de l'ordinateur, peut-être qu'il va falloir plusieurs séances de formation. Donc, pour ça, ça nécessite de mettre en place un suivi. Le suivi, c'est aussi crucial si on s'adresse non pas à une seule personne, mais à un groupe de personnes, comme ça peut arriver dans le cadre associatif. Si on accompagne 5-6 personnes en même temps, on ne sait pas forcément où on est arrivé chacun. Si les niveaux sont hétérogènes, il faut arriver à proposer des exercices qui soient adaptés au niveau de chacun. Donc ça demande un certain niveau de suivi. Et en parallèle de ça, pendant toute la durée de ce processus, l'aidant, il peut aussi s'informer sur le sujet de l'inclusion numérique, échanger avec d'autres aidants, partager des bonnes pratiques, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, avec la plateforme Les Bons Clics, dont j'ai parlé juste avant, on va vous proposer soit des fonctionnalités, soit des ressources pédagogiques qui permettent de remplir chacune de ces fonctions de l'aidant. Donc là, la plateforme Les Bons Clics, très concrètement, c'est une plateforme qui est totalement gratuite, qui est ouverte à toutes et à tous. Pour s'inscrire, il suffit vraiment de créer un compte sur lesbonsclics.fr. D'ailleurs, je vais tout de suite vous coller dans l'onglet questions un lien d'inscription pour ceux qui souhaiteraient s'inscrire sur Les Bons Clics. Ce lien sera à nouveau adressé via les communications par mail à l'issue de ce webinaire, mais comme ça, vous l'avez déjà sous la main. Donc, c'est une plateforme qui, je le répète, est totalement gratuite, totalement ouverte. On a créé, quand je dis on, c'est l'association We Take Care, a créé un ensemble de ressources pédagogiques qui sont disponibles sur cette plateforme, mais il y a aussi des personnes tierces qui proposent des ressources, qui sont des aidants dans des associations, qui ont créé un super support, j'en sais rien moi, pour apprendre à faire son CV en ligne, et qui l'ont ajouté sur la plateforme. Donc, c'est une plateforme qui est collaborative. On parlait de plateforme collaborative un peu plus tôt. Et sur laquelle donc on a un ensemble de ressources qui traitent de nombreux sujets liés au numérique et qui peuvent vraiment aider les aidants dans leur pratique. Ces ressources, elles sont classées par niveau, donc il y a celles qui s'adressent aux débutants, intermédiaires, avancés. Elles sont aussi classées par type de ressources. Donc vous avez des trames d'animation. Donc les trames d'animation, c'est vraiment des documents clés en main qu'on peut imprimer, c'est des PDF pour dire voilà si j'ai 3 personnes ou 1 personne ou 10 personnes débutantes sur l'ordinateur avec moi pendant 1 heure ou 2 heures, comment est-ce que j'organise cet atelier?
la trame d'animation, elle donne minute par minute ce qu'il faut faire pour accompagner ces personnes-là. Vous avez aussi des supports que vous pouvez projeter pour faire des démonstrations qui sont aussi interactifs, qui comprennent des exercices pratiques à l'intérieur. Il y a aussi des fiches résumées, et les fiches résumées, ça sert à donner à l'issue d'un accompagnement à la personne qu'on a accompagnée une petite fiche qui comporte les informations principales qui ont été transmises et qui permettent à cette personne de ne pas repartir sans rien avec juste ses souvenirs et qui lui permet ensuite peut-être de réviser entre deux séances, ce genre de choses. Maintenant, je vais arrêter de vous parler de cette plateforme et je vais vous la montrer tout de suite. Donc, je vais vous faire une petite démonstration de Les Bons Clics, à quoi ça ressemble. Donc, la plateforme Les Bons Clics, c'est l'onglet qui s'affiche sous vos yeux. Donc là, moi, j'ai créé un compte, évidemment, en amont de ce webinaire. J'ai créé un compte en tant qu'aidant sur cette plateforme. Et donc, je vais avoir accès à tout un ensemble de ressources pédagogiques pour accompagner des publics sur le sujet du numérique. Je vous l'ai dit un peu plus tôt dans le webinaire, la première chose que doit faire un aidant face à quelqu'un qui est éloigné du numérique, c'est diagnostiquer son niveau. Ça peut être fait, bien sûr, de manière informelle, mais ça peut être fait aussi grâce à certains outils, typiquement des questionnaires que je vais vous montrer tout de suite, et qui sont accessibles ici dans ce que vous voyez en haut de la barre, le centre de ressources. Donc, le centre de ressources, à droite, vous avez un menu qui s'appelle « Tous les diagnostics », et vous avez notamment le diagnostic à imprimer et le diagnostic simulateur. Il y en a un troisième, mais je ne vais pas tous vous les montrer. Donc, le diagnostic à imprimer, si je clique dessus, et j'ai juste eu le temps de me déconnecter. Hop. Je vous montre en parallèle. Le diagnostic à imprimer, il est ici. Donc, il porte bien son nom, hein, c'est un PDF que vous pouvez imprimer et qui fait vraiment une trame de quelles sont les étapes pour diagnostiquer le niveau numérique d'une personne. Vous avez des petits exercices de mise en situation. Donc là, ça prend 1 minute. Vous demandez à la personne qui est en face de vous d'éteindre puis d'allumer un smartphone, une tablette, de vous montrer où se trouve le bouton de réglage du son, de montrer où se branchent les écouteurs, de vérifier le niveau d'autonomie, etc. Donc, à chaque fois, vous avez une petite case, est-ce que c'est réussi, est-ce que c'est raté? Et à la fin, vous avez un total, vous comptez les points, vous avez un score et ça vous permet de dire si la personne est débutante, intermédiaire, avancée. Et donc ça va vous permettre de choisir les bonnes ressources sur les bons clics pour accompagner les personnes au bon niveau. Ça, c'est le diagnostic imprimable. Vous avez aussi un diagnostic qui est interactif. Donc, c'est ce qu'on a appelé le simulateur. Donc, vous voyez, là, si je me lance, je clique sur « C'est parti ». Un petit affichage qui arrive, hop, et on va me proposer, en tant qu'apprenant sur le numérique, des petites épreuves, des petits exercices pour voir si je suis capable de les faire. Donc là, par exemple, on me dit d'écrire « bonjour » dans cette case, et ça va permettre de tester à la fois est-ce que je sais où est la souris, comment ça marche pour taper des lettres avec le clavier, et est-ce que ensuite je sais cliquer sur « valider », je comprends le fonctionnement de ce bouton. Donc ça, en fait, derrière un exercice qui a l'air extrêmement simple, on teste déjà plusieurs compétences à la fois. Je ne vais pas vous faire le processus en entier, mais vous comprenez la logique. Ça permet de faire vraiment une mise en situation de la personne et de diagnostiquer son niveau par rapport à ce qu'elle sait vraiment faire. Là, je vous ai montré les possibilités de diagnostic sur le site Les Bons Clics, sur la plateforme donc, à laquelle vous pourrez avoir accès si vous créez un compte. Et ensuite, au-delà de ce diagnostic, il y a bien sûr les ressources pour accompagner les personnes sur le numérique. Donc, vous voyez que dans le fameux centre de ressources que je vous ai montré juste avant, il y a des contenus. Donc, les contenus, ils sont classés soit par thématique, vous voyez, ordinateur, tablette et smartphone, accès aux droits, insertion professionnelle, banque en ligne, etc. Soit vous avez des contenus qui sont plutôt destinés aux aidants, donc typiquement la posture de l'aidant. Donc, dans la posture de l'aidant, vous retrouvez certains concepts que je vous ai présentés pendant ce webinaire. Typiquement, il y a une ressource qui est très bien faite, qui s'appelle « Accompagner les publics seniors ». Et donc là, si je clique sur « Fiche action », je vais avoir accès à tout un ensemble de fiches qui détaillent les bonnes pratiques pour accompagner un public senior. Donc, à nouveau, on a le diagnostic de niveau, comment motiver les seniors dans leur usage, comment accompagner, quels sont les leviers d'apprentissage, etc. Et derrière chacun de ces sujets, vous avez des fiches qui sont extrêmement bien faites, qui sont vraiment pratiques, hein, c'est pas du tout théorique, c'est
Si vous imprimez ça, vous avez sous la main les bons réflexes pour accompagner les seniors. Donc ça, ce sont des ressources que vous trouverez dans le menu posture de l'aidant qui se trouve dans ce centre de ressources. Ensuite, vous aurez des ressources qui sont beaucoup plus orientées par rapport à leur contenu. Donc par exemple, si je vais dans ordinateur, je constate que dans cette thématique ordinateur, j'ai plusieurs ressources différentes. Par exemple, là, dans celle qui s'adresse aux débutants, j'ai découvrir l'ordinateur. Donc, découvrir l'ordinateur, on comprend bien en entendant ça que ça s'adresse aux débutants. En dessous, il y a une indication qui me dit ça va prendre 1h30 de dérouler ces ressources en entier et ça s'adresse aux débutants. Et là, à droite, j'ai 3 liens qui sont en bleu-violet et qui correspondent à 3 types de ressources, 3 natures de ressources différentes selon vos besoins. Donc, vous avez la formation interactive, la fiche résumée et la trame d'animation. Donc ça fait écho à ce que je vous ai présenté juste avant sur les types de ressources qu'on trouve sur les bons clics. Si je choisis par exemple la formation interactive, j'arrive sur une interface qui, comme son nom l'indique, est interactive et qui va permettre de dérouler étape par étape les différents savoirs qui sont importants pour découvrir l'ordinateur. La première étape, vous voyez, de ce parcours, c'est de se dire à quoi l'ordinateur va-t-il vous servir. Donc là, on est vraiment sur la base de la découverte de l'ordinateur. Ça va servir à écrire des documents, ça va servir à envoyer des messages, à faire des recherches, potentiellement à sauvegarder, envoyer des photos. Donc voilà, là, au fur et à mesure de ce contenu, que je vais à nouveau pas dérouler en entier, vous voyez que étape par étape, on a fait ce travail de pédagogie de dire quels sont les savoirs essentiels à faire passer pour découvrir l'ordinateur. Si je ne clique pas sur formation interactive, mais sur fiche résumée, par exemple, je vais avoir accès à un tout autre type de ressources qui donc apparaît maintenant à l'écran. Donc sur cette fiche résumée qui fait donc 2 pages, donc on peut imprimer recto verso par exemple, vous avez vraiment le cœur de l'apprentissage de qu'est-ce qu'un ordinateur. Donc à quoi un ordinateur va-t-il servir? Quelles sont les différentes parties d'un ordinateur? On a l'écran, on a le clavier, le bouton d'alimentation, la souris, le chargeur. On pourrait probablement aller plus loin et dire qu'il y a le port pour brancher ses écouteurs, etc. Mais c'est vraiment la base de la base. Si on a un ordinateur fixe, ça marche pas tout à fait comme ça. On a un écran qui est dissocié du clavier, qui est dissocié de l'unité centrale. Comment marche une souris d'ordinateur? Enfin, vous voyez ça, c'est typiquement des ressources qui sont extrêmement simples, qui sont extrêmement basiques et qui permettent à l'accompagnant, à l'aidant, de laisser une trace après la séance d'explication à son apprenant. Donc ça, le bon réflexe, c'est de les imprimer, parce que si vous les gardez au format digital, l'apprenant sera bien en difficulté pour les retrouver. Et c'est donc de les imprimer et de les mettre, par exemple, à côté de l'ordinateur pour que la personne puisse s'y référer en cas de besoin. Voilà pour la thématique de l'ordinateur. Une fonctionnalité qui est intéressante aussi et que vous pourrez retrouver sur les bons clics, c'est la possibilité de mettre ces ressources en favoris. Donc si vous constatez qu'une ressource qui fonctionne bien avec là où les personnes peuvent vous accompagner, c'est utiliser la souris, vous pouvez cliquer sur le petit cœur, voilà là, ajouter à mes favoris. Et quand je clique dessus, ça s'enregistre. Et ensuite, grâce au petit bouton en haut à droite qui est un peu le menu qui renvoie vers votre page et vos données personnelles. Grâce à ce bouton-là, je vais pouvoir retrouver mes favoris. Vous voyez, c'est la deuxième ligne. Et dans mes favoris, j'ai une liste de ressources pédagogiques que moi j'ai mis à cet endroit-là parce que j'aime particulièrement les utiliser, par exemple. Mais vous pouvez avoir les raisons que vous voulez. Vous pouvez aussi, bien sûr, supprimer l'un de vos favoris s'il vous intéresse plus et quand je rafraîchis la page, ça disparaît. Quelque chose qui est intéressant de découvrir aussi par rapport à la plateforme Les Bons Clics, c'est qu'on l'a vu en début de webinaire, la fracture numérique, c'est pas que les seniors, c'est aussi les jeunes. Et ça, on peut le voir dans les différentes ressources qui sont mises à disposition sur la plateforme. La ressource « Comment créer son CV », clairement, elle ne s'adresse pas aux seniors, elle s'adresse aux personnes qui sont en insertion professionnelle et pour une bonne partie aux jeunes. Donc, vous voyez que sur « Comment créer son CV », là, on vous propose pas 3, mais 5 types de ressources différentes. Et je vais regarder, par exemple, la ressource vidéo.
donc la ressource vidéo, vous voyez, ça ouvre un nouvel onglet. Et ça montre que les ressources qui sont sur les bons clics, c'est certes des ressources qui ont été conçues par l'équipe We Take Care, qui ont été rédigées, etc. Mais ce sont aussi, quand on a jugé que c'était pertinent, des ressources qui sont... Je coupe le son, sinon ça va être compliqué. C'est aussi des ressources qui sont externes à la plateforme et qu'on peut retrouver typiquement sur YouTube. Là, on voit que, en l'occurrence, c'est une vidéo qui a été conçue par We Take Care pour les bons clics, mais il y a des ressources externes qui ont été créées, par exemple Canva qui est une application qui permet de faire de la création graphique et donc des CV. Canva a créé des vidéos pour un peu tutoriel pour comment créer un visuel qui soit impactant, etc. Quand ces vidéos existent, ce sont des liens que nous, on a pu récupérer sur la plateforme Les Bons Clics et donc auxquels vous pourrez accéder via notre centre de ressources. Enfin, un point qui est intéressant sur ce centre de ressources, c'est de voir qu'il y a des ressources qui s'adressent typiquement aux seniors, d'autres aux jeunes, mais il y a aussi des ressources qui sont de niveau avancé. Et finalement, les ressources qui sont de niveau avancé, elles peuvent vraiment s'adresser à tout un chacun, y compris les personnes qui ne sont pas forcément conscientes qu'elles sont un petit peu éloignées du numérique et qui diraient jamais qu'elles sont en fracture numérique. Donc, par exemple, là, vous voyez la thématique des outils de visioconférence. Les outils de visioconférence, c'est quelque chose qu'on a tous été amenés à apprendre de manière un peu accélérée il y a 2 ou 3 ans. Avant, on avait peut-être fait une fois un Skype avec une famille éloignée, etc. Mais on n'était pas des pros de Zoom, de Livestorm, etc. Maintenant, c'est plus un problème pour une grande partie d'entre nous. Ça reste un peu une barrière pour beaucoup de monde. Pour avoir déjà animé des webinaires à destination de personnes éloignées du numérique, on a eu ce problème de se dire finalement comment ces personnes vont même venir se connecter au webinaire. Donc les outils de visioconférence, c'est une problématique qui touche beaucoup de monde. Donc vous voyez là-dessus, on propose des ressources sur ce sujet-là sous forme de formation interactive, mais aussi sous forme de trames d'animation et de fiches résumées. Donc là aussi, vous avez, si vous voulez accompagner quelqu'un sur le sujet des outils de visioconférence ou même diffuser ce genre de savoir au sein de votre lieu de travail, c'est tout à fait possible, à nouveau, avec la plateforme Les Bons Clics. De la même manière, le sujet de la sécurisation des mots de passe, on pense tous, peut-être ici présents, qu'on est au top de la sécurisation de nos usages sur Internet, mais on a probablement un mot de passe pas du tout sécurisé qui traîne quelque part sur une plateforme, qu'on a peut-être enregistré dans notre navigateur, qu'on a peut-être noté sur un petit papier qui traîne. Tout ça, c'est pas vraiment des bonnes pratiques de la confidentialité en ligne. Donc voilà, vous voyez que le sujet créer un mot de passe sécurisé, c'est des ressources qui peuvent être utiles auprès d'un large public et pas que aux personnes vraiment éloignées du numérique. Là, vous voyez par exemple sur cette thématique-là, j'ai choisi l'exercice ludique. Donc en quoi consiste cet exercice ludique ? On est sur le sujet de la création de mots de passe. Et donc là, vous voyez, on est tout de suite dans la pratique. Voici un mot de passe super sécurisé. Je ne vais pas le lire. D'après vous, comment a-t-il créé ? Est-ce que c'est en choisissant des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux au hasard ? Est-ce que c'est à partir d'une phrase facile à retenir ? Ou est-ce que c'est en demandant à un expert des mots de passe de le créer ? Là, je vous pose la question, si vous voulez nous dire dans le chat, est-ce qu'à votre avis, c'est la réponse A, la réponse B ou la réponse C ? La première réponse qui m'est envoyée, je clique dessus, je la choisis, donc choisissez-la bien. B, ok, donc super, je vais cliquer effectivement sur réponse B, et c'était la bonne réponse. Là, vous voyez que, alors, je l'ai plus sous la main, mais le mot de passe qui s'affiche en haut, il est complexe, c'est-à-dire qu'il contient des chiffres, des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux, donc il est sécurisé. Mais en plus, comme il a été créé à partir d'une phrase facile à retenir, il est complexe, mais il est facile à retenir pour la personne qui l'a créé. Donc, il remplit toutes les bonnes conditions du mot de passe. Et entre parenthèses, si jamais vous voulez bien sécuriser vos mots de passe, bien les gérer et avoir des mots de passe qui soient différents et sécurisés, il y a quelque chose qui existe qui s'appelle les gestionnaires de mots de passe. C'est ce que j'ai utilisé sous vos yeux tout à l'heure pour me reconnecter à la plateforme Les Bons Clics.
Et c'est un espèce d'espace sécurisé dans lequel vous allez pouvoir stocker vos mots de passe, qui sont tous plus complexes les uns que les autres, que vous n'avez pas besoin de retenir, mais à partir d'un mot de passe clé qui sera assez compliqué et facile à retenir pour vous, vous pourrez avoir accès à tous ces différents mots de passe que vous pourrez débloquer par la suite. Donc tout ça pour dire que sur les bons clics, vous trouvez des ressources qui s'adressent aux grands débutants, mais aussi au public intermédiaire et aussi au public avancé. Donc je vous invite à aller chercher ce qui peut vous intéresser sur ce site-là. On l'a vu, le rôle d'aidant numérique, c'est de diagnostiquer. On a regardé le diagnostic, c'est d'accompagner. On vient de regarder les ressources, mais ça peut être aussi parfois de réorienter les publics. Donc, comme je vous l'ai promis, je vais vous montrer une fonctionnalité de la plateforme Les Bons Clics qui permet de faire cette action de réorientation. Donc, ça se trouve non pas dans le centre de ressources, mais dans l'espace d'échange que vous trouvez dans le bandeau au haut du site. Donc, si vous allez dans cet espace d'échange, vous accéderez pas à ce réseau parce que ça, c'est spécifique à mon profil, mais vous accéderez au menu qu'on voit à gauche et notamment à la fonctionnalité la cartographie des acteurs. Donc, si je me rends sur la cartographie des acteurs, vous voyez que s'ouvre une interface sous forme de carte. Donc, heureusement, parce que j'ai quand même cliqué sur la cartographie. Et dans cette interface, on va pouvoir zoomer sur une zone donnée. Donc là, ça zoome automatiquement vers la zone où moi j'ai renseigné mon profil. Donc vous voyez que là, vraiment, j'ai fait ça au hasard. Je tombe dans le sud de l'Essonne. Et donc pour une personne que vous souhaiteriez accompagner qui réside typiquement à Metz, eh ben, je constate, alors Metz dans l'Essonne, attention, je constate qu'il y a un point sur la carte à côté de cette ville. Donc ce point sur la carte, il correspond à une structure d'accompagnement qui est localisée dans cette ville. Et en cliquant sur « Voir », je peux accéder à la page de cette structure, la page qui détaille le type d'accompagnement qu'on propose, quelles sont les thématiques qui sont abordées, est-ce qu'il y a des ateliers qui sont prévus, est-ce que c'est sur inscription, est-ce que c'est gratuit, etc. Donc cette carte-là, cette cartographie qui comporte des milliers de structures, ça va être un outil très pratique pour l'aidant pour pouvoir réorienter un apprenant vers une structure proche de chez lui qui réponde à ses besoins. Donc là, je fais vraiment ça de manière totalement au hasard. Donc vous voyez, là, on est à Saclay, j'imagine, une ville que je ne connais pas, mais qui se situe aussi en Essonne. Et donc, rue de la Mairie, à Saclay, on a une structure qui accompagne tous les publics sur le numérique. Donc cette cartographie, on l'a pas construite structure après structure avec nos petites mains. En fait, elle est générée automatiquement quand une personne, un aidant, s'inscrit sur la plateforme Les Bons Clics. S'il renseigne la structure à laquelle il appartient, si c'est une association ou une mairie ou ce genre de choses, eh bien, si cette structure n'avait pas été créée au préalable, dès qu'il va la créer, en spécifiant l'adresse par exemple, cette structure va apparaître sur la cartographie. Donc, c'est vraiment une cartographie collaborative qui regroupe toutes les structures des aidants qui se sont inscrits sur la plateforme Les Bons Clics. Donc ça, vous pouvez l'utiliser bien sûr pour créer votre structure si vous faites partie d'une association par exemple, mais vous pouvez surtout l'utiliser pour réorienter les apprenants. Enfin, la dernière brique du rôle de l'apprenant, c'est le suivi des apprentissages. Donc ça s'adresse pas à tout le monde. Encore une fois, ça s'adresse plutôt sur les accompagnements soit collectifs, soit un peu longs, savoir un peu où on en est. Et pour ça, sur la plateforme Les Bons Clics à nouveau, vous avez accès à un menu qui s'appelle « Mes accompagnements », qui se situe en haut de l'écran. Si je clique sur « Mes accompagnements », là, je vais pouvoir avoir accès à toutes les fonctionnalités qui ont trait au rattachement entre apprenant et aidant. Donc typiquement, sur la gauche, là, vous avez l'entrée « Mes apprenants ». Donc là, vous voyez que j'ai créé un second compte. Donc, c'est pas mon compte aidant, c'est un compte que j'ai créé fictif d'apprenant. Et j'ai rattaché ce compte apprenant à mon compte en tant qu'aidant. Et donc, grâce à cette interface, ça va me permettre de créer un lien entre mon compte en tant qu'aidant et le compte apprenant de la personne que j'accompagne. Et grâce à ce lien, je vais pouvoir proposer des ressources à cette personne. Je vais pouvoir suivre son apprentissage, quelle est sa dernière date de connexion, etc. Donc ça va permettre, même à distance, de garder un lien entre l'aidant et l'apprenant. Voilà.
Donc pour rendre possible ce lien-là, il faut savoir que les personnes qui ont un petit seuil d'autonomie avec le numérique peuvent aussi créer un compte sur la plateforme Les Bons Clics, mais pas un compte aidant, un compte apprenant. Donc c'est au moment où on s'inscrit qu'on choisit si on est aidant ou apprenant. Pour vous, ce que je vous préconise, c'est de choisir un compte aidant parce que vous avez accès à l'ensemble des fonctionnalités, à l'ensemble des ressources. Pour les apprenants, on a une interface qui est beaucoup plus simple pour ne pas les perdre, parce qu'on pense que c'est des personnes qui sont moins à l'aise avec le numérique. Donc, vous voyez, vous n'avez pas accès à tous les menus en haut. Vous avez des grands blocs faciles à lire avec des pictogrammes qui montrent bien de quoi parlent les ressources. Donc voilà, c'est l'autre face de Les Bons Clics, c'est cet espace apprenant. Donc voilà pour la démonstration de la plateforme Les Bons Clics. Donc si vous devez retenir un petit peu les points importants, il y a le diagnostic des apprenants qu'il est possible de faire grâce aux diagnostics qui sont sur la plateforme. Ensuite, il y a toutes les ressources auxquelles vous avez accès, toutes les thématiques et les ressources que vous préférez, vous pouvez les mettre en favori. Et enfin, il y a d'une part la cartographie qui vous permet de trouver d'autres structures dans une zone géographique donnée qui sont pertinentes pour accompagner quelqu'un. Et ce que je viens de vous montrer, mes accompagnements qui vous permettent de garder un lien fonctionnel sur la plateforme avec les personnes que vous accompagnez. Voilà pour la démonstration de Les Bons Clics. Je ne sais pas si vous avez des questions sur tout ce que je viens de vous montrer. Si oui, c'est le moment de les envoyer dans le chat. Et n'hésitez pas, comme on arrive bientôt au terme de ce webinaire, à poser d'autres questions que vous auriez pu avoir sur le reste de la présentation et que vous souhaiteriez poser. Alors, je vous laisse un peu de temps pour ceux qui auraient des questions. En attendant, et on peut faire ça en parallèle tout à fait, n'hésitez pas à me les poser. Hein. Comme on arrive au bout de ce webinaire, je vous propose de... Ah, super, alors je vois la question d'Émilie qui nous dit « Est-ce que Les Bons Clics est principalement à destination des francophones ?» Alors, c'est une bonne question. Les Bons Clics, c'est une plateforme qui est à l'origine construite pour les francophones. Néanmoins, on sait qu'il y a des personnes qui utilisent Les Bons Clics et qui accompagnent des publics allophones, donc qui ne parlent pas français. Donc, il y a une partie des ressources que vous pourrez retrouver dans une thématique donnée, accompagner des publics allophones et étrangers, qui sont traduites, donc une partie de ces ressources qui sont traduites dans des langues étrangères, typiquement l'anglais, mais aussi des langues plus rares, comme l'arabe notamment. Donc, c'est avant tout pour les francophones, mais une partie des ressources a été traduite. Alors, Rémi nous dit « Je suis sur Lyon et je n'ai pas véritablement de proches à aider. Je souhaite simplement aider des inconnus. Comment faire ?» Alors, c'est une très bonne question, Rémi, et c'est super que vous ayez cette intention-là. Ce que vous pouvez faire, c'est soit, si vous voulez, utiliser la cartographie Les Bons Clics et regarder à proximité de chez vous, à Lyon ou sur l'agglomération lyonnaise, s'il y a des structures qui font de l'accompagnement au numérique et qui cherchent typiquement des bénévoles. Ça, je sais que ça existe et ces structures sont nombreuses. Donc, vous pouvez vous rapprocher, prendre contact avec ces structures via la cartographie. Normalement, vous avez une adresse de contact, donc ça peut être un bon réflexe. Et au-delà de ça, sans utiliser Les Bons Clics, vous pouvez aussi chercher plus largement sur Internet, typiquement médiation numérique ou accompagnement au numérique Lyon, et voir s'il y a des associations qui cherchent du monde pour accompagner. Alors Yves, le site paraît bien conçu, je vous remercie. Je vous invite à utiliser le lien que je vous ai envoyé précédemment pour peut-être faire un tour de ce site à tête reposée et chercher vos repères parmi les différentes fonctionnalités que je vous ai présentées. Sophie nous demande, est-ce que les missions locales sont liées aux bons clics? Alors, la plupart, non, je m'avance un petit peu, mais un certain nombre de missions locales utilisent les bons clics, donc apparaissent notamment en tant que structure dans la cartographie des bons clics. Et chez We Take Care, au-delà de la plateforme Les Bons Clics, on fait beaucoup de projets sur des territoires où les missions locales sont impliquées. Donc, sur les territoires où on est intervenu, on les connaît bien. Effectivement, ce sont des partenaires qui, pour certains, utilisent notre plateforme.
Alors Rémi, quel est le statut du site Les Bons Clics? Je suis pas certain de comprendre cette question. Ce qui est sûr, c'est que c'est un site qui est édité par l'association We Take Care et qui offre un accès vraiment libre et gratuit à toutes nos ressources. Donc si c'est ça votre question, il n'y a pas de piège là-dessus. Faut-il une formation pour transmettre ces compétences numériques? Alors ça, c'est une excellente question. En fait, tout le monde peut transmettre ses compétences numériques à son niveau. Mais le but du webinaire d'aujourd'hui, c'est de vous montrer que en utilisant des bonnes pratiques et une bonne posture, on peut faciliter cette transmission et la rendre plus efficace pour les apprenants. Après, si vous souhaitez vous former, il y a des formations typiquement professionnelles pour devenir médiateur numérique, mais déjà sur la plateforme Les Bons Clics et dans la partie ressources, posture de l'aidant, vous avez un ensemble de supports qui, si vous les parcourez et que vous essayez de les retenir un peu au fur et à mesure, qui vous permettent d'avoir une bonne couche de formation et donc de réaliser des accompagnements plus efficaces. Alors Valérie, sur Les Bons Clics, il est précisé qu'on n'a pas accès à toutes les ressources si on n'est pas rattaché à une structure. Dans ce cas, est-ce que les principales ou importantes sont disponibles? Je fais de l'aide à domicile. Alors c'est une bonne question. Là, j'ai pas en tête le détail exact, effectivement, des ressources qui sont ou pas disponibles selon le rattachement. Mais enfin, sans trop m'avancer, je peux vous dire que oui, les principales ressources sont tout à fait accessibles aux aidants autonomes, indépendants. Il y a pas de souci. Michel nous demande, Les Bons Clics laissent-ils la possibilité de faire évoluer le site par un forum ou autre? Alors oui, c'est une très bonne question. On a un forum sur Les Bons Clics. Alors c'est un forum qui est plutôt entraidant. On se rend compte que nous, en tant que membre de l'association We Take Care, on a accès à ce qui est publié sur ce forum, mais finalement les réponses se font plutôt entraidant. On a plus de 65 000, 70 000, je ne veux pas dire de bêtises, aidants qui sont inscrits sur Les Bons Clics. Et donc quand il y a quelqu'un qui pose une question, il y a souvent quelqu'un qui a une réponse. Et on a aussi un formulaire de contact qui vous permet de faire passer toutes vos bonnes idées à l'équipe qui se cache derrière cette plateforme Les Bons Clics. Et donc ce site évolue. Là tout à l'heure, je suis passé assez vite, mais dans la partie mes accompagnements, je vous ai montré une fonctionnalité qui permettait à un aidant de proposer ce qu'on appelle assigner une ressource à un de ses apprenants. Ça, c'est une fonctionnalité qui est relativement nouvelle, qui existe depuis quelques semaines. Donc oui, cette plateforme évolue. Et pour la faire évoluer, on a besoin des propositions et des avis des aidants. Donc, tous les retours sont les bienvenus. Alors, merci à Inaki qui nous dit si on a besoin d'accompagner plus loin que les fiches des bons clics, on peut utiliser Pix. Alors ça, c'est un très bon conseil, effectivement. J'imagine que vous avez un peu d'expérience dans le sujet de l'accompagnement au numérique. Pix, c'est un autre site qui propose notamment d'autres diagnostics, qui propose des accompagnements sur des sujets qui, pour certains, sont plus poussés en termes de technicité que ce qu'on trouve sur les bons clics, mais c'est assez complémentaire. Et ça propose aussi des certifications sur certains sujets. Donc, si vous êtes face à quelqu'un qui a besoin d'un accompagnement, mais qui a aussi besoin de faire certifier ses connaissances, les faire valider, ça, c'est quelque chose qui est disponible sur Pix et pas sur les bons clics. Donc là-dessus, nous, on a vraiment pas du tout comme discours de dire les bons clics, c'est mieux que tout le reste, n'utilisez pas le reste. Au contraire, c'est une plateforme collaborative, donc on s'enrichit des retours de chacun. Donc, effectivement, merci du conseil et de cette référence de Pix. Donc, Pix, ça s'écrit P-I-X. Si vous tapez ça dans Google, normalement, vous trouverez sans trop de problèmes. Alors, merci pour vos nombreuses questions. J'espère que j'y ai apporté une réponse satisfaisante. Et je vais vous demander, promis, c'est la dernière fois, de vous reconnecter à la plateforme WooClap plus pour répondre à des sondages, mais cette fois-ci, nous donner votre avis sur le webinaire qui vient de se dérouler. Donc voilà, je lance la question. On a vraiment besoin de vos retours pour s'améliorer, pour vous proposer des webinaires à valeur. Donc n'hésitez pas à nous dire tout ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous avez le plus apprécié pendant ce webinaire sur les thématiques abordées, sur la manière de présenter les problématiques. Enfin voilà, dites-nous tout ce que vous en avez pensé. En deuxième partie, peut-être ce qu'on pourrait améliorer, que ce soit sur le format, sur le contenu. Peut-être qu'il y a des thématiques aussi que vous aimeriez voir abordées en webinaire qu'on n'a pas abordé aujourd'hui. N'hésitez pas à nous le faire savoir.
Et enfin, en troisième catégorie, ce que vous allez mettre en place. Le but de ces webinaires, c'était vraiment de vous donner des ressources, des outils pour mettre en place un accompagnement au numérique qui soit peut-être plus efficace, ou en tous les cas plus rationnel, plus suivi, etc. Donc voilà, ça nous ferait plaisir de lire que à partir de demain, vous allez utiliser les bons clics, mais si c'est autre chose que vous avez retenu de cette présentation, peut-être plus sur la posture, sur le faire pour, le faire avec, etc., dites-nous, et ça a sa place dans la troisième colonne, ce que je vais mettre en place. Donc moi, je vais switcher sur un autre onglet, mais voilà, la question reste ouverte. Donc vraiment, là, je vois qu'il y a encore 36 personnes qui sont connectées. Merci d'avance de nous donner vos retours via WooClap sur le contenu de ce webinaire, ce que vous avez aimé, ce qu'on pourrait améliorer, ce que vous allez mettre en place. Voilà, donc encore une fois, le WooClap reste ouvert, donc voilà, vous pouvez y participer. Moi, je vais mettre fin à ce webinaire. Je vois que Sophie, vous vous êtes reconnectée. Peut-être que vous voulez dire un petit mot de clôture. Déjà, vous remercier pour cette présentation, pour ces informations précieuses que vous nous avez partagées. J'espère qu'elles seront utiles au plus grand nombre d'entre vous. Merci à tous pour votre participation et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée à tous.